Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le mardi 21 mars. Je vous retrouve pour le mug. On va débriefer de l'actualité tech ensemble dans la bonne humeur ce matin. Je suis Marion et lançons le générique. Comment ça va ce matin? J'espère que vous avez la forme. J'espère que vous êtes levé du bon pied. Je vais regarder un petit peu la chatroom ce matin. Comment ça va? Je vais dire bonjour quand même à toute la foule qui nous a rejoints. Salut Samuel, salut Grolb, salut Techni Savoir qui nous suit de Dordogne ce matin. Salut Dame's Dream, merci beaucoup pour ton abonnement, ça fait super plaisir. Un grand merci à toi pour ton soutien ce matin. Salut également à Tay4Win, à NM7F, FRJS, ND76, Casqua, Sandokan, Yves. Qui d'autre? Néo 9256, salut Mitsui Saka également, salut Oleg, salut Chloé, salut Noirvent, salut Lil Redbird, salut Dora Larré, j'adore ce pseudo, salut Scarlett 95000, salut Momocha, salut Tipreto, salut Polaire 75, salut Mingus 52. J'espère que vous avez la forme ce matin. Salut également Pepsinou, Pulse et Shirley Belfort. Ça fait plaisir de vous retrouver ce matin. Et de quoi va-t-on parler ce matin? C'est quoi l'actualité qui fait la une dans la tech ce matin? On va parler d'une nouvelle vague de licenciements. Ça va être un peu la thématique, malheureusement, j'ai l'impression, de cette année. C'est important d'en parler pour comprendre un petit peu l'impact dans le secteur de la tech. Et cette fois-ci, c'est Amazon. Après Facebook la semaine dernière, c'est Amazon qui annonce une nouvelle vague de licenciements. On verra un petit peu quels sont les secteurs qui sont concernés par cette nouvelle vague. On verra aussi qu'ils ont revu à la baisse leur nouveau centre de distribution, en tout cas les nouveaux pieds-à-terre d'Amazon dans le monde, et notamment en France à Calais, qu'ils finalement ne vont pas exploiter pour leurs propres besoins, alors que c'était le plan d'origine. On parlera aussi de l'actualité chaude du moment, avec le 49.3 utilisé par le gouvernement pour la réforme des retraites, et un troll bien envoyé à la Première ministre sur son compte Instagram, qui s'est retrouvé avec 49,3 millions de followers. Donc c'était 49 300 followers, et donc il faisait 49,3. Donc c'était assez rigolo. On verra comment ça s'est déroulé. Ça s'est déroulé dimanche dans la soirée, et c'était bien envoyé en tout cas. On parlera aussi du titre de l'émission de ce matin. C'est évidemment le CEO de Twitch qui démissionne. Donc c'est quand même pas rien. C'est Emmett Shear, un des cofondateurs et des tout débuts finalement de l'aventure de Justin TV alias Twitch, qui quitte le navire. On verra qui va le remplacer, et ça suivra évidemment une vague de licenciements ou de départs, surtout c'est plutôt des départs ici, de grandes figures chez Amazon depuis la nouvelle tête d'Amazon et son arrivée. On parlera également Royaume-Uni, et notamment avec la BBC qui à son tour recommande en tout cas à ses employés de ne pas utiliser TikTok et de ne pas installer TikTok sur leur téléphone, en tout cas professionnel, à part si c'est à but professionnel, mais en tout cas qui recommande de ne pas l'utiliser, pour craindre, car ils craignent en tout cas l'accès des données, notamment de leurs journalistes. Et on parlera également de Netflix qui met les bouchées doubles en termes de jeux vidéo sur sa plateforme. Ils ont annoncé hier 40 nouveaux jeux qui arriveront en 2023, d'autres jeux qui arriveront en 2024. On fera un petit peu le tour d'horizon des annonces qui ont été partagées hier. Et puis on terminera avec la saison 3 de The Mandalorian qui est arrivée sur Disney+, il y a
pas longtemps, il y a 3 semaines, je dirais, parce que je crois qu'on en est au troisième épisode disponible sur la plateforme. Et ça sent un peu mauvais pour la série, avec des scores largement décevants, notamment pour le premier épisode. Je n'ai pas les stats pour l'épisode 2 et l'épisode 3, mais on en parlera. Est-ce que ça veut dire que la série s'essouffle? Est-ce que ça veut dire qu'il y a trop de séries disponibles? On en parlera ensemble. Vous me donnerez un petit peu votre avis. Ça m'intéresse d'en discuter avec vous dans la chatroom. Voilà pour le programme de l'émission ce matin. J'espère qu'il vous plaît. Et j'en profite avant de passer au début du Kawa pour dire bonjour aux arrivants ici qui nous ont rejoints, notamment Nico FR87, salut El Mexicano 6 également, salut MyGame FR, salut Oshiwili Bully, salut Eliav, salut Liti Chopa, salut à toi, j'espère que tu vas bien, salut Melmox, salut The Big Man 28, salut Valou Ardéchois, salut M Dragonfly, salut Starseastruck, je ne sais pas comment prononcer ton pseudo, salut Fessavo, salut Frulco, salut Caradoc également. Sans plus tarder, je vous propose de commencer avec le Kawa ce matin. Et donc, on commence le Kawa ce matin avec la première news. La première news concerne Amazon. Amazon qui, malheureusement, annonce une nouvelle suppression de postes de 9000 postes au total. Donc, ça s'additionne évidemment aux 18 000 qui avaient été annoncés déjà en janvier dernier. Voilà, cette fois-ci, ça va concerner quel secteur? Ça va concerner le secteur d'informatique à distance, les services cloud, et également Amazon Web Services, AWS. Ça va concerne également le département appelé PXT, qui est dédié à la gestion des ressources humaines. Ça concerne également les effectifs consacrés à la publicité ainsi que la plateforme Twitch. Voilà, donc ça a été annoncé. Ça sent un petit peu mauvais quand même, faut le dire. Après, c'est pas forcément étonnant. Pour rappel, il faut mettre en perspective un petit peu ces annonces de suppression de postes avec les mouvements de croissance qui se sont déroulés dans les dernières années pour Amazon, puisque entre début 2020 et début 2022, le personnel mondial d'Amazon avait tout simplement doublé pour répondre au pic de demande suite à la crise Covid. Et le groupe comptait fin septembre 1,54 million d'employés dans le monde, sans inclure les travailleurs saisonniers. Donc, c'est quand même absolument énorme. Justement, voilà, ils en parlent un petit peu. C'est notamment Neil Sanders de Global Data en janvier qui s'exprime et qui nuance un petit peu le poids de l'annonce de la suppression de postes en disant « Bien que l'ampleur des licenciements d'Amazon puisse choquer, il faut les replacer dans le contexte de l'expansion massive dans laquelle l'entreprise s'était engagée au cours des 5 dernières années. Toute cette activité reposait sur l'hypothèse erronée que les ventes de produits et services d'Amazon continueraient de croître à un rythme soutenu. Et bien évidemment, ce n'était pas le cas. Justement, ça a retombé un petit peu après le retour un petit peu à la normale après la crise sanitaire. Et donc, justement, Amazon avait vu son bénéfice net baisser de 9% sur un an en troisième trimestre 2022. Et le géant du commerce en ligne avait fait des prévisions justement plus prudentes pour le trimestre en cours, avec des revenus compris entre 121 et 126 milliards de dollars au lieu des 125 milliards escomptés par le consensus d'analystes FactSet. Voilà, donc du coup, voilà, c'est pas forcément étonnant que justement la croissance justement dans la consommation des services et des biens sur Amazon, comme ça ralentit, du coup, ou ça baisse, c'est plus que ralentir ici, ça baisse. Du coup, ils font une correction entre guillemets du nombre d'effectifs pour pouvoir plus être cohérent avec les besoins de la boîte. Tout de même, c'est jamais des informations très réjouissantes, mais pas forcément étonnant dans le contexte économique actuel.
Et justement, c'est pas la seule mesure qui a été annoncée puisque on s'est interrogé notamment, à Calais où Amazon, avait prévu, justement il avait annoncé, en 2021, qu'il arrivait à Calais qu'ils allaient créer 80 emplois directs et 200 emplois, indirects et donc justement ça avait quand même suscité un intérêt, hein, dans la région. Mais malheureusement, le projet, n'a pas abouti, comme l'ont révélé, justement, les journalistes de Nord Littoral, hein. Le bâtiment est bien, sorti de terre, hein, il existe bien, le bâtiment prévu pour, Amazon, sauf que, voilà, finalement, Amazon a choisi de ne pas l'exploiter pour ses propres services. Ils se sont, exprimés. Amazon planifie ses nouveaux sites logistiques des années à l'avance et nous réévaluons régulièrement les besoins de notre réseau. Ça, c'est une déclaration justement qui a avancé ça. J'ai pas le nom, mais ça doit être un représentant d'Amazon, hein, tout simplement parce que c'est quelque chose qui a été dit par téléphone lorsqu'ils ont été contactés. Voilà, c'est l'entreprise qui s'est exprimée par mail, pardon. Et ils ont parlé également des dates de lancement, hein. Les dates de lancement des sites peuvent être influencées par une multitude de facteurs, notamment l'optimisation de l'utilisation des sites existants déjà. Et par téléphone, ils ont également précisé, hein, que leurs projets sont très longs à développer. Et donc, en gros, pour la faire courte, entre le moment où la société a déterminé qu'il y avait un intérêt à s'implanter sur le littoral et aujourd'hui la situation actuelle et les besoins logistiques, ça a été revu et revu à la baisse. Aujourd'hui, il y a quand même 35 centres en France. 8 sont de gros centres de tri, hein, dédiés au stockage et à la préparation, dont 3 dans les Hauts-de-France. Il y a également des agences de livraison, hein, de proximité plus petites, comme celle ouverte dans le Nord à Saint-Guin-en-Mélantois ou à Avion. Et c'est également ce type d'agence qui devait ouvrir à Calais, mais qui ne va pas ouvrir avec ce but. Du coup, Amazon rebondit un petit peu. Maintenant, ils cherchent à carrément louer le bâtiment, parce que le bâtiment leur appartient. Et donc, du coup, comme ils ne vont pas l'exploiter à leur fin pour leur propre service, ils vont vouloir le louer à d'autres entreprises, tout simplement. Pour l'instant, on n'a pas de société qui reprend. C'est tout récent, hein, comme annonce. Donc, on verra si d'autres sociétés vont vouloir s'implanter et utiliser le bâtiment du coup qui appartient à Amazon à Calais. En tout cas, pas d'implantation supplémentaire ou pas d'agence ici de proximité supplémentaire pour Amazon à Calais pour le moment. Encore une fois, ils revoient leur projet en fonction du contexte économique et des besoins logistiques à l'heure actuelle. Ces besoins pourraient évoluer dans le futur si potentiellement le contexte économique se redresse, peut-être, à voir. Mais voilà, en tout cas, pour ceux qui se posaient la question, peut-être pour ceux qui étaient dans la région, vous avez la réponse. Je regarde un petit peu les commentaires. Est-ce que ça va pas aussi réduire la qualité du service Amazon, tout ça? Je pense que non, c'est pas leur but. Bon, après, il y a toujours des décisions qui sont prises pour, voilà, réduire les coûts et potentiellement, on va faire certains compromis sur la qualité, mais là, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment la direction, hein. C'est vraiment la direction, c'est s'adapter à la consommation actuelle qui a baissé par rapport à la période Covid ou juste après Covid. Donc voilà, c'est éviter d'avoir un surplus finalement de centres de logistique ou de personnel qui n'aurait pas grand-chose à faire entre guillemets, quoi. Voilà. Je regarde un peu les commentaires. Hop. Un grand merci à Santa Cruz 972 pour ton soutien. Un grand merci à toi. Et un grand merci également à Tonila78 pour ton réabonnement. Un grand merci à vous deux pour votre soutien ce matin. Ça fait super plaisir et c'est important pour nous. Ça nous aide justement à pouvoir produire des émissions, à pouvoir rémunérer les gens qui travaillent justement pour la chaîne, qui se décarcassent à vous faire du contenu de qualité. Donc un grand merci à vous. Dans un sens, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, nous dit Starstruck, pour la planète, si moins de gens commandent sur Amazon. Oui, pourquoi pas. Après, il faut voir où est-ce qu'ils vont consommer aussi, hein, mais parce que on est rapide à jeter la pierre sur Amazon. C'est vrai qu'il y a toute la logistique de livraison, etc. Mais oui, potentiellement, c'est pas un mal non plus, quoi.
Donc voilà en tout cas pour salut Flonflon. Voilà pour Amazon. Donc Amazon, réduction d'effectifs, donc suppression de 9000 postes. Encore une fois, à travers le monde, les services impactés, c'est quand même le cloud, AWS, les ressources humaines et quand même Twitch, donc c'est pas rien hein, ici. Du coup, pas de centre ouvert, à Calais. Ils vont sous-louer le bâtiment qu'ils ont construit à leur fin à d'autres entreprises pour le moment. Et donc, en parlant de Twitch, je vous propose de continuer directement avec la news aussi qui a fait l'actualité. C'est le CEO de Twitch qui démissionne. C'est pas une blague, on n'en a pas parlé, ça a été annoncé vendredi dernier, hein. On n'a pas eu le temps d'en parler, et donc c'est Emmett Shear, après 10 ans de bons et loyaux services à la tête de Twitch, le CEO a déclaré en tout cas qu'il souhaitait passer plus de temps auprès de sa famille. Pour rappel, hein, quand même, Emmett Shear, c'est un cofondateur de l'ancêtre de Twitch qui s'appelait à l'époque Justin TV. Il l'a annoncé plus précisément donc jeudi 16 mars qu'il quittait son poste et il sera remplacé par Dan Clancy, qui n'est pas un étranger non plus à Twitch, hein, puisque c'est l'actuel vice-président de l'expérience des créateurs et de la communauté chez Twitch. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui fait partie de Twitch depuis 3 ans. L'ancien, je me cogne au micro, l'ancien CEO de Twitch s'est exprimé. Il a notamment exprimé sa gratitude pour le temps passé chez Twitch. Il a affirmé justement ce fut un honneur et un privilège de travailler aux côtés d'une équipe aussi talentueuse et de voir la communauté se développer en ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est ce qu'il explique, hein, sa décision est plus motivée par sa paternité récente, donc toutes mes félicitations à l'ancien CEO de Twitch. Et du coup, il a envie de prendre un petit peu de temps pour profiter de sa famille. Et c'est vrai que c'est quand même une histoire de 16 ans qui se termine avec lui qui quitte la plateforme de streaming. À l'époque, c'était Justin Kan, Emmett Shear, Michael Sebel et Kyle Vogt qui avaient fondé Justin TV en mars 2007. Ça commence à remonter hein, quand même. Une plateforme de streaming vidéo en direct qui permettait justement aux utilisateurs de diffuser leur vie en temps réel. Et il a fallu seulement quelques mois hein, pour qu'elle prenne de plus en plus d'ampleur jusqu'à atteindre les 30 millions d'utilisateurs uniques chaque mois en 2011. Et c'est justement cette année-là que Justin TV se rebaptise en Twitch Interactive, synonyme d'une focalisation sur les jeux vidéo en streaming à l'époque, et une évolution qu'Emmett Shear a suivie en passant de directeur technique de Justin TV à justement CEO de Twitch en 2013. Voilà, donc pas mal quand même. Donc en un an, soit un an avant qu'Amazon rachète justement l'entreprise, puisque ça s'est fait plutôt en 2014. Donc il était devenu CEO de Twitch un an avant que Amazon rachète Twitch pour un montant d'1 milliard de dollars. Donc quand même belle histoire ici pour la plateforme de streaming et pour le CEO qui tire sa révérence ici. La transition se passera le 1er avril très exactement. C'est Dan Clancy donc, qui prendra la relève. Un cinquantenaire qui est chez Twitch, comme je disais, quand même depuis plus de 3 ans. Il avait été embauché à l'origine comme vice-président de l'expérience des créateurs et de la communauté. C'est pas forcément très très surprenant parce qu'on avait vu quand même quelques signes ces derniers temps, notamment en septembre dernier. Dan Clancy avait pris la parole dans une lettre à la communauté après les changements controversés sur la répartition des revenus sur la plateforme. C'était pas le CEO, c'était Dan Clancy justement, et donc du coup le futur CEO a tenu à remercier dans sa communauté son partenaire de lui confier les rênes de la plateforme. Et il s'exprimait en disant « Emmett a consacré 16 ans à la construction de Twitch, à la promotion de notre mission, à l'inspiration et l'habilitation de chacun d'entre nous à servir cette communauté incroyable. » Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a une page qui se tourne plus généralement même chez Amazon, puisqu'en fait, cette démission ici du CEO de Twitch s'inscrit dans une tendance plus large au sein d'Amazon depuis l'arrivée du nouveau CEO Andy Jassy en 2021.
qui avait remplacé du coup Jeff Bezos. L'année dernière, les cadres supervisant le groupe de recherche et de développement d'Alexa et le matériel d'Amazon connu sous le nom de Lab 126 avaient quitté justement l'entreprise. En juillet 2022, c'était au tour de Jay Carney, responsable des politiques publiques, qui avait annoncé également son départ pour rejoindre Airbnb. Et puis le mois dernier, c'était aussi le PDG de Ring, filiale spécialisée dans les sonnettes connectées, qui l'avait annoncé. Et Jamie, donc du coup c'était Jamie Siminoff, pardon. Je connaissais pas le nom du CEO de Ring. Voilà, donc là, cette fois-ci, c'est au tour de Emmett Shear. À voir maintenant... Pour Andy Jassy, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même un gros défi d'identifier les personnes les plus à même de reprendre le rôle dans ces secteurs clés pour Amazon, pour assurer que l'entreprise continue de progresser malgré ces changements quand même à la tête, parce que ça amène quand même toujours des changements, des perturbations, des changements peut-être de direction aussi, de logique d'équipe et de collaboration. Donc à voir. Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour Amazon? Ça serait intéressant de suivre de près finalement les progrès, les annonces sur ces différents secteurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans la chatroom, avec tous ces changements? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez que, du coup, Amazon file un mauvais coton? Est-ce que vous êtes inquiet pour la plateforme Twitch? Ça peut être intéressant de demander ça, justement, à Jérôme et Flonflon, qui sont dans la chatroom. Si vous avez un avis sur le sujet, le fait que le CEO change. Et un grand merci pour le raid ce matin. Un grand merci et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ce matin. Un grand merci à Clémence Perrault. Bienvenue. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on discute de l'actualité tech ce matin, voilà, comme tous les matins, puisque c'est l'émission Le Mug, et donc de 8h à 9h, on débriefe de l'actualité tech dans la bonne humeur. Et ce matin, c'est moi, mais sinon, on a également Jérôme et Guillaume qui débriefent de l'actualité tech les autres matins de la semaine. Et Flonflon qui nous dit toute la question, c'est est-ce qu'il part pour les raisons qu'il avance ou pour des histoires internes? Voilà, nous on a la version officielle, j'ai envie de dire. Après, c'est possible que même... Enfin voilà, tu vois, le départ, il arrive après 16 ans. Il a vu pas mal de changements depuis Justin TV, depuis sa prise de position en tant que CEO de Twitch, avec le rachat par Amazon, avec les évolutions auprès de la communauté et des créateurs, avec le nouveau CEO d'Amazon à la tête et avec André Jassy. Et donc, potentiellement, c'est peut-être motivé par tout ça et par sa situation personnelle. Généralement, quand tu prends ce genre de décision, c'est plusieurs facteurs qui te poussent à prendre cette décision. C'était peut-être tout simplement un bon moment pour lui et sa situation personnelle a peut-être motivé aussi cette prise de décision, quoi. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est forcément négatif, quoi. Il y a François Michel qui nous dit qu'il est inquiet pour toute la tech. Oui, c'est vrai que le climat actuel, il faut se le dire, n'est pas forcément au beau fixe. C'est vrai qu'on a eu des dizaines d'années d'explosion de la bulle tech, en fait, on va dire ça comme ça, avec une excitation sur les startups, sur des projets, etc. Et là, clairement, le contexte économique est plus sévère et donc, du coup, va être moins ouvert à l'innovation et à la prise de risque. Très, très clairement, on le voit notamment avec la crise bancaire actuelle et la confiance qui a été brisée dans certaines banques. Voilà, on a les gouvernements qui essayent de limiter les dégâts, mais on n'a pas encore le fin mot de toutes les répercussions de ce qui s'est passé, notamment avec la chute de SVB. La Silicon Valley Bank, donc à voir. Mais voilà, c'est clair qu'on est dans une ère plus prudente, plus conservatrice, on va dire, par rapport à ça, et qui n'est pas forcément très favorable à l'innovation, qui met aussi en danger finalement le monopole des États-Unis sur ce secteur de l'innovation. Voilà. Il y a MMG7F qui dit ça ne devrait pas changer grand-chose, donc on a des avis assez variés. Il y a Starstruff qui nous dit c'est un gros navire avec pas mal de gens qui savent comment ça tourne. Est-ce qu'un changement de CEO déstabilise autant une entreprise, sauf si on parle d'Elon
Oui, c'est vrai que tous les CEO n'ont pas la patte d'Elon Musk. Il y a Caradoc qui dit tant qu'on n'enlève pas le sub gratuit que je peux faire grâce à Prime, sinon révolte. Tant que tu fais ton sub avec nous, ça nous va. Je rigole. Il y a Jérôme qui dit Twitch n'est toujours pas rentable et perd pas mal d'argent. Je pense qu'un nouveau CEO aura cette mission. Ouais, il y aura une problématique de monétisation et de rentabilité de la plateforme. Ouais. Très, très probable, très probable. De toute façon, ça va être l'enjeu de ces années. Et on l'a vu avec les différentes annonces de plans des différentes boîtes tech. C'est réduire les effectifs, être plus économe, plus conservateur. C'est évidemment pour réduire la prise de risque en termes d'investissement et se tourner vers plus de rentabilité plus rapidement aussi. Et Flonflon qui dit TikTok pourrait lancer un concurrent de Twitch, tout est déjà en place quasiment. À voir, ouais, à voir. C'est vrai que l'interactivité sur TikTok est très très forte. Je suis pas assez familière avec TikTok pour voir s'il y a vraiment des communautés de fans ou s'il y avait vraiment tous les outils pour interagir avec tes fans. Et est-ce qu'il y a vraiment cet ADN live? Je sais pas. Je suis pas assez expert de TikTok pour le coup. Mais pourquoi pas? Et FRJ qui est pas du tout d'accord et qui se révolte. Non, balance pas des mauvaises idées comme ça. En tout cas, ce matin, on reste ensemble sur Twitch et on va parler de la prochaine news. La prochaine news qui va parler des réseaux sociaux. Réseaux sociaux et gouvernement français et 49.3. Ce sont des petits sujets qu'on aime bien en ce moment, qui font la une de l'actualité française, très clairement. Mais pas que française, parce qu'il y a plein d'autres pays qui en parlent de ce qui se passe en France à l'heure actuelle avec cette fameuse réforme des retraites qui a été passée en force par le gouvernement en utilisant du coup le 49.3 et donc qui était évidemment la première ministre qui s'est mis en porte-à-faux ici pour annoncer l'utilisation du 49.3 et du coup une anecdote ou un troll assez bien foutu qui s'est passé et qui a visé la première ministre. Qu'est-ce qui s'est passé? Petite histoire, petit retour en arrière ce dimanche 19 mars. C'est du coup un petit coup de maître dans l'art du trolling. Le compte Instagram de la Première ministre, donc Elisabeth Borne, s'est mis à gagner suffisamment de followers pour que son nombre d'abonnés atteigne le chiffre très exact de 49,3 000 followers. 49,3K. Donc joli, en référence évidemment à l'utilisation de l'article de loi qui a été utilisé pour passer en force la réforme des retraites. Alors cet événement, ce troll qui s'est déroulé sur la plateforme d'Instagram a commencé et a pris ses débuts finalement sur Twitter. C'est une petite action de protestation qui a commencé un peu de manière absurde avec un utilisateur Twitter écheuve qui a décidé de lancer un défi à ses followers. Il a dit: si ce tweet atteint 50 likes, j'envoie 27 000 faux abonnés à Elisabeth Borne pour qu'elle ait exactement 49,3 000 abonnés sur son compte Instagram. Et donc du coup, une fois que ce nombre de petits likes a été obtenu sur son tweet, le troll a mis son plan à exécution. Il s'est exprimé d'ailleurs, l'idée m'est venue sur un coup de tête, j'ai vu qu'elle avait moins de 49 300 abonnés et je connaissais un site pour créer des faux abonnés. Et donc du coup, il a galéré pour atteindre 50 likes et d'un coup, ça a pris et j'avais des mentions de partout. L'engouement a largement dépassé ce qu'il imaginait. Et donc du coup, ensuite c'était l'équipe chargée de la communication de la Première ministre qui était en galère et un peu en panique. Ils ont mis un certain temps avant de s'apercevoir de la blague dans un premier temps. Il y a eu un petit moment de flottement qui a été suffisant pour que la capture d'écran qui montre justement qu'elle avait atteint 49 300 followers sur Instagram. Ça a mis un petit bout de temps. Donc voilà, on a la fameuse capture d'écran. Moi, j'avoue que je l'ai vu dans une story sur Instagram dimanche soir et ça m'a fait bien rigoler, évidemment. Enfin, c'est le gouvernement qui est pris à son propre jeu ici et qui est trollé. Donc, j'avoue que j'ai trouvé ça quand même très, très fort. Et donc, voilà, la petite anecdote, vous le voyez ici. Et donc, du coup, pour revenir
pour revenir du coup à l'article, donc après ce moment de flottement, vers 10h du soir, le journaliste Louis Witter qui suit l'affaire remarque justement donc que le compte est totalement désactivé, donc signe d'une réaction un peu en urgence là, et il va s'en suivre ensuite un drôle de jeu de ping-pong entre les équipes de com qui effacent les faux followers à la main et le tweetos qui rajoute des faux comptes au fur et à mesure quoi. Voilà, donc au final le compte est passé en privé. Statut qu'il affichait encore à l'heure où sont écrites ces lignes. Donc cet article, il date d'hier. Donc là, je n'ai pas vérifié ce matin ce qu'il en était. Et voilà. Et donc, on a une déclaration, je pense qu'ils en ont encore pour un petit bout de temps pour enlever les 37 000 faux comptes, indique le troll, et qui revendique donc une autre manière de manifester. Et il disait « J'ai 20 ans et je ne me sens pas directement concerné par ce qui se passe, car je sais qu'avant ma retraite, j'aurais vu beaucoup de présidents et de réformes passer. Je ne suis pas dans la rue, même si je soutiens le mouvement. Faire ça, c'est quelque chose d'assez amusant déjà. Ça ne coûte pas d'argent public comme pour chaque manifestation. Et ça permet aussi de rigoler un peu de la situation actuelle qui est assez compliquée. » Voilà en tout cas pour sa déclaration. Vous en pensez quoi dans la chatroom justement de cette initiative, de ce petit coup de troll sur le compte Instagram d'Elisabeth Borne? Il y a même Dragonfly qui nous dit « Le compte d'Elisabeth Borne est toujours passé en privé ce matin. » Toi, tu as le même avis que cet individu? Les abonnés sont repassés a priori à 25,3. Donc, ils ont un peu fait le ménage sur le nombre d'abonnés. Ouais, vous le prenez plutôt avec le sourire, j'ai l'impression. C'est bon enfant, c'est drôle. Triste façon de penser qu'à 20 ans, il ne se sent pas concerné. Ouais, alors il dit d'un côté qu'il ne se sent pas concerné et d'un autre côté qu'il soutient le mouvement, quoi. Donc bon... il n'est peut-être pas suffisamment à soutenir le mouvement qu'il va aller manifester dans la rue. Enfin, j'en sais rien. Après, c'est très personnel et chacun a sa perspective politique. Mais voilà. C'est une revendication marrante à assez bon enfant. Le pire, c'est qu'elle s'en fout. Il n'y a que l'équipe de com qui panique. Elle a quand même un t-shirt de foot 49.3. C'est mieux que de cramer des palettes. Ouais, bon. Voilà, donc du coup ça m'a fait sourire, j'ai l'impression comme vous, donc c'est pour ça que je voulais en parler. Voilà, ça, il a eu son petit moment de gloire et c'était quand même bien envoyé de faire ça, et le contexte y était vu qu'elle n'avait pas dépassé ce nombre de followers, donc c'est vrai que ça a rendu l'initiative possible aussi. Je vous propose de continuer avec cette fois-ci un petit tour du côté du Royaume-Uni. Et cette fois-ci, pas le gouvernement, mais la BBC, donc le média anglais, qui demande tout simplement à ses employés de supprimer TikTok de leur téléphone professionnel. Ça a été indiqué et déclaré hier, lundi 20 mars. Voilà, le géant de l'audiovisuel britannique, emblème vraiment de l'Angleterre, la BBC, qui donc du coup emboîte le pas de plusieurs institutions occidentales qui étaient justement méfiantes face au réseau social chinois. Voilà, le personnel a reçu un mail dimanche dans lequel le groupe de la BBC affirme ne pas recommander d'installer TikTok sur un appareil d'entreprise BBC, sauf raison professionnelle justifiée. Et notamment, si vous n'avez pas besoin de TikTok pour des raisons professionnelles, vous devez supprimer TikTok. Le Royaume-Uni a déjà interdit la semaine dernière TikTok, justement sur les appareils gouvernementaux, emboîtant le pas de Washington ou de la Commission européenne qui avait déjà mis en place ce type d'interdiction, justement. Et ils disent, la BBC, ils disent, nous tenons également à préciser que l'utilisation de TikTok sur les appareils de la BBC est toujours autorisée à des fins éditoriales et de marketing. Donc voilà, ils pèsent quand même leurs recommandations. Pour rappel, TikTok, c'est quand même appartient à la société mère ByteDance, qui est chinoise, et qui fait l'objet d'une surveillance croissante des Occidentaux en raison des craintes que Pékin ne puisse accéder aux données des utilisateurs à travers le monde. C'est vrai que TikTok, quand même, n'avait pas rassuré sur le sujet, puisqu'ils avaient reconnu en novembre dernier que certains employés en Chine pouvaient accéder aux données des utilisateurs européens, et a admis en décembre, carrément, que des employés avaient utilisé ces données pour traquer des journalistes. Non mais sérieux,
Mais le groupe nie farouchement quand même tout contrôle ou accès du gouvernement chinois à ces données. Alors c'est vrai que quand on sait les mesures mises en place par le gouvernement chinois, bon, voilà. Il y a des raisons d'en s'inquiéter un petit peu quand même. Surtout quand ils disent que non, bah, on a surveillé des journalistes, mais on ne l'a pas mis à disposition du gouvernement chinois. Croyez-nous. Alors qu'ils avaient déjà promis il y a des années que les données étaient protégées, que les employés chinois n'y avaient pas accès, etc. Et là, on s'aperçoit que finalement, si. Donc évidemment, ça émousse tout ça, la confiance qu'on peut avoir dans ce type de société chinoise, quoi. Vous en pensez quoi ? Est-ce que vous avez pris une action concernant votre propre compte TikTok dans la chatroom, ou est-ce que vous continuez à l'utiliser ou à pas l'utiliser ? Parce que je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui l'utilisent dans la chatroom. Pendant ce temps-là, la Russie interdit l'iPhone aux fonctionnaires en vue de l'élection présidentielle. Oui, bah, chaque pays et chaque gouvernement, il va de ses propres mesures, quoi. Je me demande si dans ces cas-là, il y a une mention sauf les community managers. Bah, Bad Babylon, ça ressemble un petit peu à ça, quand ils disent si c'est à des fins marketing ou éditoriales. Donc, pour ton travail, tu dois pouvoir utiliser TikTok. Donc, clairement, ça rentre dedans. Les employés avaient abusé de leurs droits, il me semble. Oui, Tactirod, peut-être que les employés ont abusé de leurs droits, mais en même temps, ça veut dire qu'il n'y a pas de garde-fou ici ou de mesures de sécurité suffisantes pour empêcher qu'un employé lambda y accède. Normalement, tu as des mesures de sécurité qui vont empêcher un employé lambda d'accéder aux données des utilisateurs. Donc ça veut dire que là, il y a un manque de mesures mis en place, quoi. Il y a Nico qui utilise quand même de temps en temps TikTok. Ouli qui dit carrément avoir désinstallé depuis la vidéo de Léo Duff sur TikTok. Jamais réussi à me mettre à TikTok. Ouais, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une partie de personnes qui tout simplement n'ont jamais réussi à se mettre à TikTok et donc du coup se sentent pas forcément concernées par les inquiétudes ou ne stressent pas parce que du coup vous avez jamais eu de compte. Il y a ceux qui se posent des questions quand même. Jamais installé 29 ans et plus sur les réseaux sociaux depuis mes 22 ans. L'écureuil, chapeau. C'est un parti pris très fort, ouais. Mais voilà, c'est bien. Je respecte cette décision. Très fan de TikTok et de ma FIP. Je sais pas ce que c'est. Oui, voulu, pas réussi, ouais. Non, mais c'est un choix personnel, tout à fait. Il y a M Dragonflight qui a mis une limite de 20 minutes et je suis assez occupée, donc j'utilise occasionnellement. Moi, j'avoue, j'ai un compte parce qu'il y a quand même des choses assez créatives et parce que Jérôme m'envoie plein de TikTok. mais en fait, j'y pense pas, j'ai pas le réflexe. Trop de réseaux sociaux tuent le réseau social. Et Twitch, oui, c'est vrai que Twitch est un réseau social, c'est vrai. Et faire Jess qui pointe du doigt, bien vu. Et puis il y a Natinesh qui dit si je faisais pas de la musique, j'aurais désinstallé mes réseaux sociaux depuis tellement longtemps, mais j'en ai besoin pour promouvoir mes contenus. Non, mais c'est sûr que en fonction des besoins de chacun, de son travail, etc. Clairement, voilà, tu peux pas te défaire de tout. Et puis de toute façon, c'est un choix personnel. On peut avoir envie ou pas envie, tout simplement, de le faire, quoi. Mais c'est vrai que quand tu es dans une figure publique ou qui doit faire connaître sa production, les réseaux sociaux sont un outil que tu peux pas ignorer, quoi. Et dont tu ne peux pas te passer aujourd'hui. On est dans une société qui est quand même où l'information circule via les réseaux sociaux beaucoup. Donc voilà. Voilà pour la news, en tout cas pour la BBC qui met en garde ici.
on continue cette fois-ci du côté de Netflix. Netflix qui s'est fendu d'un petit tweet hier pour annoncer un petit peu qu'il double la mise en termes de jeux, ou en tout cas qu'ils accélèrent. Ils ont prévu carrément d'enrichir leur catalogue et d'ajouter 40 jeux en 2023 et également en 2024 d'autres jeux. Aujourd'hui, donc depuis le lancement à la fin de l'année 2021, le service compte aujourd'hui 55 titres et donc déjà disponibles sur le service de Netflix et prévoit donc d'en ajouter 40 de plus. Et il s'exprime. Cette année, nous allons étoffer notre catalogue à raison de plusieurs jeux chaque mois. Nous travaillons avec les plus grands studios au monde pour continuer à offrir à nos abonnés de petits bijoux indépendants, des succès primés, des RPG, des aventures interactives, des jeux de réflexion et bien d'autres genres encore. Par ailleurs, 70 nouveaux jeux sont en cours de création avec les partenaires, donc ça fait pas partie des annonces, et viennent s'ajouter aux 16 titres actuellement développés également en interne. Parce qu'il y a à la fois la production en partenariat et la production interne avec les studios que Netflix avait rachetés ou fondés. Netflix a révélé quelques titres à venir déjà. Il y a Terranil, un jeu de construction de ville inversée qui arrivera le 28 mars prochain, donc très bientôt. Il y a Paper Trail également, qui vous propose de plier des parties du monde pour résoudre des énigmes. Ça me donne envie. Le service a également conclu un accord avec Ubisoft pour 3 jeux exclusifs. Le deuxième d'entre eux après Valiant Hearts, Coming Home, qui arrivera le 18 avril prochain sous la forme de Mighty Quest Rock Palace. Il s'agit d'un jeu de roguelite situé dans le même univers que The Mighty Quest for Epic Loot. La formule est améliorée, l'histoire est plus approfondie et le gameplay a priori meilleur. Et puis, il y a également la suite de l'un des jeux de Netflix les plus joués à ce jour, Too Hot to Handle, qui sera également disponible dans le courant de l'année. Love is a Game. Donc voilà, le nouveau jeu annoncé, c'est Love is a Game. Et il est basé sur l'émission de télé-réalité Too Hot to Handle. Et puis, ils affirment aussi qu'il y a des changements de contenu hebdomadaire qui ont incité les joueurs à revenir, qui travaillent avec le développeur Nanobit sur la suite du jeu. Et puis à plus long terme, petite annonce qui m'a fait chaud au cœur, il y a Monument Valley qui va arriver sur Netflix. Monument Valley et Monument Valley 2 qui seront disponibles dans le courant 2024 sur la plateforme. Et également, pour rappel, Monument Valley 2 Plus est déjà disponible sur Apple Arcade. Je ne le savais pas et du coup, ça me donne envie. Donc voilà, Monument Valley qui était un gros coup de cœur de mon côté en termes de jeux et d'énigmes et de puzzles à résoudre, qui avait un univers graphique absolument magique et très beau, très poétique, une musique incroyable. Bref, l'univers était très très riche. Et voilà, et moi j'ai vraiment beaucoup joué, j'ai complété les 2 jeux et avec un petit pincement au cœur quand j'avais terminé le jeu. Donc voilà. J'ai rarement eu un jeu qui m'a autant ému finalement que Monument Valley. Et comme quoi, un jeu iPad à l'époque peut émouvoir. Voilà, donc voilà, c'était mon petit moment. Petite larme ce matin quand j'ai vu ça. Ça m'a donné envie d'y rejouer du coup. Voilà. FRJS qui dit c'est si beau. Non mais oui, c'était si beau. Très triste d'ailleurs qu'ils en ont fait pas plus à la suite de ça. Donc voilà, grosse annonce quand même pour Netflix en termes de jeux. Est-ce que vous avez déjà... Je vais faire un petit sondage, tiens. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petit sondage et donc on va en profiter. Hop. Petit sondage. Avez-vous déjà joué à un jeu via Netflix? Et on va mettre oui. Pas encore. Mais pourquoi pas? Ah, j'arrive pas à écrire. Non. Hop. Et sondage lancé. J'en profite moi pour voter.
Moi, j'ai répondu, pas encore, mais pourquoi pas. Voilà. C'est vrai que j'ai du mal à penser à Netflix, en fait, en termes de jeux vidéo. C'est vrai que j'y vais pas ou je l'ouvre pas pour ça. Mais du coup, peut-être que d'autres ont plus facilement changé d'habitude que moi, quoi. Il y a d'autres jeux dans le même style comme Monument Valley, très beaux comme ça. Bah, n'hésitez pas à m'envoyer les noms sur Discord ou Twitter pour que je puisse me les mettre de côté. Non, mais pour Monument Valley, je vais y aller. Ah, c'est beau, c'est beau. Tant de passion pour ce jeu. Il y a Adi qui dit « Je suis en train de me faire Lucky Luna, perso, très cool et très intéressant comme platformer mobile. » Ok. Hop, je lis un petit peu. Je savais même pas qu'on pouvait jouer sur Netflix non plus. Ouais, il y a une problématique de... Voilà, les gens, ils sont pas encore au courant, quoi. On va y venir. Et si vous suivez le mug, vous êtes au courant maintenant. Et ça se joue sur téléphone, télé ou les deux? J'en sais absolument pas. Enfin, j'en sais rien. Bastille UI, et salut d'ailleurs. Je sais pas du tout. J'avoue que moi, j'ai jamais joué. Je sais que je le vois sur le smartphone. Jérôme, tu dis quoi? C'est mobile. J'ai mon assistant derrière là qui répond, c'est uniquement mobile, donc c'est pas sur la télé. Et c'est vrai que finalement, moi, Netflix, je réfléchis, je le consomme pas sur le smartphone. Je le consomme soit sur mon iPad, soit sur la télé. Et en fait, principalement quand même sur la télé. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Vous aviez répondu aussi dans la chatroom, c'est nickel. En type puzzle game, j'ai adoré Onde. Onde, il faut que je m'en rappelle. Onde, j'aime bien le nom. Ça me donne envie. Attends, je vais directement la regarder et voir si je peux pas le télécharger. Comme ça, je l'oublie pas. Onde. Hop. Je trouve pas. Tu t'es trompé dans le nom? J'ai pas trouvé. Je joue sur iPad. Oui, moi aussi, je joue sur iPad, ouais. Enfin, iPad ou PC, ça dépend quoi. Et c'est le nom qui l'emporte pour le petit sondage. 59% d'entre vous, 61 personnes, ont répondu « Vous ne comptez pas jouer sur Netflix ». Il y a quand même 23%, 24 personnes qui disent « Pas encore, mais pourquoi pas ?» Et puis, il y a quand même 19% qui ont au moins joué une fois. 11% qui ont dit « Oui, plusieurs jeux ». Et 8% qui ont répondu « Oui, j'ai joué au moins une fois ». C'est sur PC. Ok. Donc voilà, quand même, j'ai l'impression que ça augmente, doucement, mais sûrement, pourquoi pas. On n'hésitera pas à tâter un petit peu le terrain, peut-être plus tard dans l'année, pour voir si ça change encore un petit peu. HK Kyliano Haro nous dit « Non, sur télé, il n'y a pas l'accès au jeu. Chez moi, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. C'était l'occasion de vendre des accessoires gaming. » Parce qu'en fait, ça nécessite peut-être une adaptation aussi des jeux pour que ça fonctionne sur télé. Naïvement, j'en sais rien, je ne suis pas ingénieur ou développeur. Mais je me dis que peut-être ça nécessite une adaptation des jeux spécifiques et que ce n'est pas forcément évident. Moi, ce que je me pose comme question, c'est... Je ne comprends pas pourquoi ils prévoient Monument Valley 1 et 2 uniquement en 2024, vu qu'ils existent déjà en application iOS et Android, donc mobile. Qu'est-ce qui nécessite autant d'adaptation si c'est juste distribué par Netflix? Bref, j'en sais rien. Donc à voir. À voir. Donc voilà, maintenant vous êtes au courant. Pour ceux qui ne savaient pas que Netflix avait des jeux sur sa plateforme. Je vous propose de terminer l'émission avec la dernière petite news. On va prendre un petit peu le temps à faire une petite cerise sur le croissant. Et oui,
ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de séries le matin et donc du coup j'ai profité de tomber sur un article qui m'a interpellée pour me dire allons-y, pourquoi pas, on va en parler. Cet article et cette news, ça concerne la saison 3 sur Disney+, de The Mandalorian, qui était très attendue. En tout cas, chez moi, c'était très attendu par Jérôme, pas moi, mais parce que moi, je commence à être un petit peu gavée de Star Wars, hein, pour être honnête. Quoique, Andorre, j'avais pas aimé les 3 premiers épisodes, mais la série, après, j'avais vraiment adoré. Elle était vraiment différente, mais j'avoue que je commence un petit peu à saturer de Star Wars, quoi. C'est pas non plus une licence ou une franchise qui me passionne. Je suis en train de froisser, je pense que j'ai Jérôme qui pleure derrière. Mais voilà, c'est la réalité. Voilà. Donc en tout cas, je sais que Jérôme l'attendait avec impatience quand il s'est aperçu que le premier épisode sortait il y a 2 semaines et tout. C'est incroyable, c'est trop bien, etc. Moi, je dis ouais, ok, super. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est un article de jeuxvideo.com qui nous dit. Voilà, The Mando est probablement ce qui se fait de mieux en matière d'univers Star Wars, hein, depuis des années. C'est vrai que parmi toutes les séries Star Wars, elle fait partie du haut du panier en termes de qualité, clairement. Et c'était la première qui avait ouvert un petit peu la voie en termes de séries Star Wars. Et donc, du coup, comme je disais, certains d'entre nous l'attendaient avec impatience, cette fameuse saison 3. Seulement, voilà, en fait... finalement, les stats de visionnage sont pas au rendez-vous. The Wrap vient de révéler que les chiffres d'audience ne sont pas très très bons pour le moment. Le premier épisode de la saison 3 de Mandalorian a recueilli moins de visionnages que celui du livre de Boba Fett, c'est pour dire. Boba Fett, quoi. Une des pires séries Star Wars, quand même. Avec 1,6 million de spectateurs pour le premier épisode, le chiffre est de 2% inférieur au premier épisode du livre de Boba Fett. Mando saison 3 ferait pour son premier épisode un chiffre moins bon de 28% par rapport à Obi-Wan Kenobi et même 35% en comparaison à la série Loki de Marvel. Alors, je ne sais pas pourquoi il compare à la série Loki de Marvel. C'est d'abord pas la même franchise. Et puis en plus, Loki était, dès le début... Bon, peut-être que c'est un signe, hein, mais alors, certes, Loki capitalisait sur un personnage adoré de la franchise Marvel. Voilà. Moi, j'ai adoré cette série. Je crois qu'il y a une saison 2 qui arrive. J'ai tellement hâte. Bref. Voilà. Mais quand même un petit peu particulière, quoi, Loki. Hein. Le premier épisode était what the fuck. Les suivants aussi. Donc voilà, pas évident. Mais bon, voilà, ça vous donne une idée un petit peu de comment ça se situe. Et du coup, avec ces 1,6 million de spectateurs pour le premier épisode, on peut peut-être se targuer d'obtenir quand même une hausse de 50% par rapport à la série Andorre. Donc finalement, Andorre avait vraiment mal performé, en tout cas au début. Mais après, elle avait quand même été saluée par la critique. Mais c'est vrai que ces 3 premiers épisodes, ils se sont tirés une balle dans le pied, quoi. Et c'est dommage parce qu'elle était vraiment différente. Elle proposait à la fois dans l'univers Star Wars, elle étendait un petit peu l'univers avec un parti pris différent des autres. Mais bon, en tout cas, ils disent aussi, en regardant un petit peu les commentaires des spectateurs, petite panne, on saute sur la deuxième caméra, c'est pas grave, ni vu ni connu. Hop. Et donc du coup, c'est vrai qu'ils disent la jeuxvideo.com en regardant un petit peu les commentaires du premier épisode, voilà, c'est pas forcément le beau fixe et les gens se demandent un petit peu si en fait l'erreur qu'ils ont fait c'était pas d'attendre la saison 3. Voilà. Donc il faut dire aussi qu'il y a eu des critiques sur l'épisode 3 de The Mando de la saison 3 à voir, il n'a pas fait l'unanimité, on verra. Après, une autre explication peut-être à la baisse de spectateurs, c'est donc à la fois d'un côté, ça peut être l'omniprésence de franchises Star Wars avec 36 000 séries. On a quand même The Mando, Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andorre. Voilà, donc ça fait quand même 4 séries sur cette franchise. Certes, Disney+ veut tabler sur les franchises parce que c'est plus facile, les gens connaissent déjà et vont potentiellement être plus excités, mais finalement, on peut voir que ça peut essouffler
la franchise aussi. Donc à voir. Et puis finalement, il y a donc ça, essouffler la franchise. Et puis il y a peut-être aussi le fait qu'avec l'abondance de plateformes de streaming disponibles, en fait, on a un choix de séries aujourd'hui qui est quand même énorme. Et voilà, enfin moi, j'avoue, je croule sous les séries à rattraper, les saisons 1, les saisons 2, les saisons 3, etc. Et donc, je suis un peu saoulée, quoi. Là, j'ai rattrapé Carnival Row parce qu'il y a la saison 2 qui est sortie. Je vous préviens, le final de Carnival Row est complètement absurde. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des scénaristes. Ils n'ont absolument pas introduit la fin de la série dans la saison, quoi. Tu te dis, mais ça sort d'où, quoi. Bref, trop bizarre. Cette série était un peu étrange, mais bon, moi j'aimais bien l'univers. Mais bref, voilà, c'est vrai qu'on est, voilà, il y a une abondance de séries qui fait que on n'a pas le temps de tout rattraper, quoi. La saison 2 de Carnival Row est absurde tout court, ça, c'est un peu, oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais je trouve que la saison 2 n'était pas terrible, mais alors vraiment le dernier épisode est juste, ils ont fumé, quoi. Voilà. Donc voilà, je regarde un petit peu vos commentaires dans la chatroom. J'ai pas aimé l'épisode 1 de la saison 3 de Mando. Après, c'est pas mal, l'épisode 2 et 3. Alors moi, je me suis endormie sur l'épisode 1. 2 et 3. T'as dormi sur les 3. J'ai dormi sur les 3. Non, j'ai pas dormi devant le 2, je crois. Je crois pas que j'ai dormi devant le 2. Mais oui, j'ai bien dormi sur le 3, ouais. J'ai vu le début, j'ai vu la fin et j'ai compris l'intrigue. Donc du coup, je me suis dit, voilà quoi. Donc ouais. Ouais, j'avoue que l'épisode 3, j'ai trouvé un peu saoulant. Ma compagne et moi, on a globalement abandonné les séries récentes. On s'est trop perdu. On est retourné sur la full série rétro plusieurs années. Ah, peut-être, ouais. Tu veux dire qu'avec les séries Star Wars, Disney réapprend la leçon des films Star Wars? Qui l'eût cru? Pas mal, ouais. Peut-être, peut-être. La fin de Carnival Row, c'est parce qu'elle n'est pas reconduite, fin en catastrophe. Je sais pas, hein, je crois qu'on le savait déjà depuis la fin de la saison 1 qu'elle ne serait pas reconduite après la saison 2. Hein. Non? Ou ils l'ont appris à mi-chemin dans la saison? C'était vrai. Mais même, enfin, il y avait moyen de faire une fin qui tenait plus debout, sans changer le scénario. C'est juste, il y a une intrigue amoureuse qui sort du chapeau de je sais pas qui, et genre, t'es là, mais n'importe quoi, genre, absolument pas crédible, quoi. Bref. Voilà. Je ne vais pas m'étendre. Franchement, moi, j'ai même plus envie de regarder des séries, je sais plus quoi regarder. Mais t'inquiète, je vais revenir, j'ai regardé pour vous, on va pouvoir faire un peu le point pour que tu perdes pas ton temps. Il y en a qui n'aiment tout simplement pas trop Mandalorian. C'est votre droit, tout à fait. Moi, je ne suis pas non plus une fan. T'as dormi sur Mando et tu vas nous dire que Andorre, ça t'a tenu en haleine? Lol. Mais oui, oui. Alors, attention, j'ai dit Andorre, les 3 premiers épisodes, c'était une purge. Et je maintiens ça. Franchement, j'ai tenu parce qu'on m'a dit non, après, c'est vraiment bien, etc. Et c'est vrai qu'à partir du 4... c'est un peu un problème, mais à partir du 4, c'était top. Parce que il y a des personnages assez intéressants, assez riches, les intrigues, il y a de l'action, quoi. Les 3 premiers épisodes, je suis d'accord, c'est chiant. Mais après, il y a vraiment de l'action à chaque épisode. Mando, en fait... là, je sais pas trop où il veut aller, en fait. Je comprends pas l'enjeu de la 3e saison. Je comprends pas l'enjeu pour l'instant. Et donc c'est un peu embêtant parce qu'on en est quand même au 3e épisode, quoi. Donc bon, faudrait un peu se réveiller, quoi. Mais bon, en même temps, j'ai dit ça aussi pour Andorre. Les 3 premiers épisodes étaient nuls. Alors peut-être que finalement, le 4e épisode de The Mando va tout expliquer, peut-être. Hein. Je sais pas. Que penses-tu de White Lotus? Haha, ça a fait partie des séries que j'ai rattrapées. J'ai vu la saison 1 et saison 2 récemment. Et en fait, je suis un peu partagée. Je suis un peu partagée parce que
Elle est... c'est une série qui est pas forcément facile à regarder parce qu'en fait, elle est assez détestable, en fait. Les personnages sont assez détestables. Et puis, en fait, il leur arrive que des trucs un peu affreux. C'est des espèces de connards super riches qui se font plumer. Et d'un côté, t'es content qu'ils se fassent plumer. D'un autre côté, t'es là, c'est affreux ce qui se passe. Et du coup, à la fin de la série, en fait, j'ai un peu la nausée. Bon, après, il se trouve que j'ai été malade entre deux. Donc, ça n'a pas aidé. Mais c'est un peu une série, moi, ça me donne un arrière-goût de nausée en disant, putain, il n'y a rien à rattraper dans ces personnages et tout. Donc j'ai vraiment eu du mal avec la première saison. La saison 2, il y a des personnages qui sont vraiment excellents. Il y a des choses qui sont chouettes, mais c'est, je pense, pas mon genre de série. Je pense que c'est pas mon genre de série. T'as quand même un sentiment de malaise. Voilà, je pense que c'est ça. T'as un sentiment de malaise à chaque épisode. Et du coup, quand tu termines la série, tu termines sur un sentiment quand même de malaise. Et du coup, ça donne pas envie d'y retourner. Et de l'autre côté, quand même un peu. Parce qu'il y a des intrigues, mais ça a un côté un peu voyeur, un peu dégueulasse. Voilà, ça me laisse un peu un arrière-goût amer et de malaise, comme un peu ce que je peux retrouver dans les trucs de télé-réalité, où finalement, juste, j'ai pas envie de regarder ça, quoi. Ça m'inspire pas, j'apprends pas des choses, ça m'élève pas, ça me fait pas rire. Voilà, mais bon, je pense que c'est plus un... Et à la fois, je comprends la fascination que cette série peut générer, honnêtement. Et les acteurs de la saison 2 étaient formidables, voilà. Mais moi, je pense que personnellement, ça va pas être mon kiff. Mais je dirais, allez-y. Et je dirais même, commencez pas forcément par la première saison. Vous pouvez directement commencer par la saison 2, je dirais, à la rigueur. Même s'il y a 2 personnages que vous retrouvez, et c'est vrai que c'est intéressant de les rencontrer dans la saison 1. Mais bon, la saison 1 est pas top. On parle de White Lotus. Alkama, moi je trouve que les 3 premiers épisodes d'Andor sont une purge. Donc pas top. Ils sont lents. Il n'y a pas de rythme. Tu sais pas trop où ça va aller. Mais par contre, tu vas pas pouvoir les passer. Tu vas pas pouvoir commencer la saison à l'épisode 4, quoi. Tu vas rater des choses et la mise en place de certains personnages. Donc non, je te recommande pas de commencer à l'épisode 4 de Andor. Il faut serrer un peu les dents, quoi. J'ai pas vu La Fabrique du mensonge, non. Oui, t'as loupé l'article sur le patron de Twitch, c'était en début d'émission. Là, on est sur la fin. J'ai été déçue de la fin de The Last of Us, et toi? Non mais attends, on est déjà sur la fin de The Last of Us? Non, juste de la saison. Ah mais oui, le dernier épisode de... Ouais, ah oui, merde, je m'étais dit qu'on allait rattraper ce soir The Last of Us, mais ça y est, c'est terminé. Moi, j'ai trouvé intéressante la fin. J'ai trouvé intéressante parce que il y a une évolution intéressante des 2 personnages principaux et on s'est vraiment beaucoup attaché à eux. Et le dernier épisode nous montre une facette en demi-teinte. Et le truc, c'est qu'on n'avait pas envie de pas les aimer. C'est ça aussi, c'est ça que je trouve intéressant dans ce qui s'est passé dans The Last of Us, c'est qu'il y a une montée en puissance durant toute la saison sur nous attacher de plus en plus à ces personnages et de voir leur relation où au début ils se détestent, ils sont super méfiants, ils ont pas d'autre choix que de rester ensemble pour pas les bonnes raisons, et à la fin ils se sont réellement attachés l'un à l'autre et cet attachement va peut-être jouer contre eux. C'est intéressant, moi je trouve ça intéressant. Alors, ça laisse sur la fin, t'as envie de savoir ce qui se passe, et je trouve que du coup, en termes de fin de saison, ça marche bien. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé le dernier épisode plutôt pas mal. J'ai fini la première saison de Severance, je recommande. Non mais Fancy Ride, Severance, c'est une pépite de série. Allez-y tous,
Elle est bizarre. Attention, le rythme est lent, donc ça ne sera pas pour tout le monde. Mais franchement, si vous avez aimé un petit peu les séries d'anticipation ou Black Mirror, etc., allez-y, elle est formidable cette série. Les acteurs sont incroyables. Le générique est un petit bijou. La musique et l'atmosphère vraiment, vraiment développée, vraiment unique. Voilà, c'est une série pour moi d'un autre niveau. Elle fait vraiment partie des grandes séries pour moi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je lis un peu vos commentaires. Prochaine saison de Last of Us 2025. Ça va nous donner un peu le temps de rattraper d'autres séries. Severance, c'est sur Apple TV+. Voilà. Donc, et sinon, qu'est-ce que j'ai regardé? On va peut-être terminer là-dessus. Les 9h05, ça va, on est dans les temps. Qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement? J'ai regardé la 2e saison de Shadow and Bone. Alors moi, j'ai lu les livres. Et en fait, Shadow and Bone, la série, merge 2 trilogies qui se passent dans le même univers de l'auteur Leigh Bardugo. Et donc, du coup, ces 2 trilogies, elles ont des sets de personnages différents. Mais qui évoluent dans le même univers, hein, donc ça reste cohérent et tout. Et donc là, dans la série, ils ont tout mêlé. Donc il y a beaucoup de personnages. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a du bon et du moins bon dans Shadow and Bone. Moi, je vais continuer. Je pense qu'il y aura une saison 3, je pense, vu comment se termine la saison 2. Il y a du bon et du moins bon. Les personnages sont hyper intéressants. Je dirais les personnages d'une certaine trilogie sont les plus intéressants. Ceux qui se déroulent dans... Comment ça s'appelle? J'allais dire le Burke, mais ça, c'est Carnival Row. Dans l'espèce dans le port, là, un peu crade, où il y a des espèces de casinos, etc. Moi, je trouve que les personnages de ce côté-là sont vraiment super. Je les adore. C'est les meilleurs personnages. Ils sont hauts en couleur. Les acteurs sont formidables. L'acteur qui joue Cass Breaker, qui est un des meilleurs personnages de la série, il est juste bluffant. Je ne comprends pas pourquoi on ne le voit pas plus ailleurs. Il est magnétique. Il joue à la perfection. Mais ce n'est pas le seul. Les personnages de l'autre côté sont un poil plus lisses. À part le corsaire, nouveau personnage introduit dans la saison 2, qui était déjà génial dans les livres, mais qui est bien casté et qui est intéressant. Mais je dirais, si j'avais une critique à faire dans la saison 2, c'est qu'ils ont mergé 2 livres d'une trilogie en une saison. Et ça va trop vite. Tout va trop vite. Alors du coup tu t'ennuies pas parce que du coup à chaque épisode il y a 36 000 trucs qui se passent, mais en fait t'as un peu le tournis et du coup t'as pas le temps d'apprécier tous les personnages et le développement des personnages. En fait il y a des choses, c'est moins subtil parce qu'en fait ça va tellement vite que c'est pas subtil, et donc c'est frustrant parce qu'il y a des personnages qui mériteraient qu'on prenne le temps un peu plus, qu'on leur accorde plus de temps. Alors, il y a carrément 2 personnages où on les a un peu mis de côté sur la saison 2. Et c'était un couple ou une intrigue amoureuse phare de la première saison. Et là, juste, ils sont absents, quoi. Genre, donc, petite frustration de ce côté-là. Mais bon, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Il y a des choses qui doivent mettre de côté. Je pense que ça sera réabordé en saison 3. On a un petit indice là-dessus. Mais il y a des choses qui vont trop vite de l'autre côté. Et il y a une portée dramatique qui je trouve qui passe moins bien en série qu'en livre. Notamment tout le traumatisme autour de Cass Breaker et tout le traumatisme sur pourquoi il porte des gants, pourquoi il est renfermé, mystérieux, pourquoi il se tient à l'écart d'un rapprochement physique et même sentimental de certaines personnes. Voilà, toute sa storyline, elle est un peu bâclée, moi j'ai trouvé. Après, je suis biaisée parce que quand on a lu les livres, tout est plus subtil dans les livres. Et puis les livres prennent toujours
plus de temps, elle développe plus. C'est pour ça que moi, généralement, j'aime bien lire les livres avant. Et je vais être plus amatrice des livres d'origine que du traitement en série, généralement. Donc, je suis un peu biaisée. Mais je serais intéressée de voir votre avis à ceux qui veulent... qui veulent suivre la série. Je serais intéressée d'avoir votre avis. J'ai Jérôme qui doit aussi la regarder. Je serais intéressée d'avoir votre avis là-dessus. Alors, le corsaire te méprend pas. C'est ce que j'aime bien avec le personnage du corsaire. Il a l'air facile à aimer, un peu superficiel, etc. Mais tu verras qu'il... Alors, dans la série, c'est moins évident, encore une fois, mais il va dévoiler plusieurs niveaux de lecture. Donc, ce sera intéressant. Voilà. La fin de la saison 2, j'ai pas été super emballée. Mais bon, c'est parce qu'ils voulaient continuer, je pense, sur une saison 3. Pourquoi pas. Mais le cliffhanger m'a un peu laissé de marbre, parce qu'en fait, je pense que le cliffhanger concerne des personnages qui m'intéressaient un peu moins. Et donc, du coup, m'a un peu laissé de marbre. Ce qui m'intéresse, c'est j'espère qu'on va pas abandonner les personnages de la ville, de l'autre ville, quoi. Bref, voilà. Je parle un peu en énigme, mais voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai rattrapé? Sinon, il y a Ted Lasso, il faut qu'on redémarre. Là, il y a la dernière saison de Ted Lasso. J'ai commencé The Playlist sur Spotify, l'aventure de Spotify disponible sur Netflix. J'ai vu qu'un épisode, donc pour l'instant, c'est trop tôt pour vous donner mon avis. J'ai terminé The Kominsky Method avec Michael Douglas. Formidable. Cet acteur est formidable. Il a une nuance de jeu. Enfin voilà, rien que pour lui, cette série vaut le détour. Voilà, il y avait 2 saisons. J'ai terminé petit pincement au cœur aussi. J'ai regardé Scenes from a Marriage. Donc ça, c'est une mini-série avec Oscar Isaac et cette actrice que j'aime beaucoup, qui est Jessica Chastain, et qui décortique le mariage ou une relation amoureuse, etc. Série qui est un remake d'ailleurs d'une mini-série d'Ingmar Bergman. J'écorche le nom du réalisateur de l'époque. C'est une série qui a un peu une expérience à vivre. Elle n'est pas facile, mais elle ne vous laissera pas de marbre. C'est pratiquement un huis clos, juste avec Oscar Isaac et Jessica Chastain. Les 2 acteurs sont formidables. Il y a quelques petites longueurs, mais elle est très bouleversante comme série, très intéressante. Voilà, donc à voir. Je pense que c'est pas mal, non? Voilà, il y a White Lotus. J'ai fini Rogue Heroes. J'ai pris mon pied. J'attends la saison 2 avec impatience. Les acteurs sont formidables. Elle est punchy. Elle est divertissante. Elle est émouvante. Elle est marrante. Voilà, je l'ai adorée. Donc Rogue Heroes sur Canal+. Allez-y si vous ne l'avez pas vu. On a voulu commencer Daisy Jones and the Six, mais Amazon Prime Video planté quand on a voulu la commencer, donc on n'a pas pu la commencer. Donc on va essayer. Scenes from a Marriage, c'est sur quelle plateforme? Je crois que c'est HBO, je dirais du coup. Je crois qu'elle est encore disponible sur Canal+. J'ai pas vu Afterlife. À plein temps avec Laure Calamy, je vous le recommande, c'est bouleversant de réalisme. C'est sur quelle plateforme? Spotify a des séries? Non. The Playlist, c'est une série sur l'histoire de Spotify qui est sur Netflix. Désolée, ça devient compliqué en termes de plateforme. Mais elle fait partie un petit peu de cette... c'était une trilogie parce qu'il y avait Uber, il y avait Theranos et WeWork. Ces 3 séries qui parlaient justement de l'ascension et de la chute de ces 3 startups. Et ben là, c'est l'histoire de Spotify. Alors, pas forcément la chute, on verra, j'ai pas encore vu la fin. Mais là, c'est sur la série Spotify, donc sur l'entreprise Spotify. Et c'est une série télé disponible sur Netflix. Voilà. Ben écoutez, il est 9h14.
je vous propose de terminer l'émission. Je vous souhaite à tous, en tout cas, je vous remercie. Ok, si, ça fonctionne. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi ce matin. C'était un plaisir de débriefer de l'actualité tech avec vous. Vous avez fait un peu le plein de séries. On va regarder un petit peu qui on va raid avant de se quitter. Du coup, on va rester avec Flonflon. Voilà. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve la semaine prochaine, mardi à 8h, comme toutes les semaines. Et sinon, demain, vous retrouvez Jérôme pour le mug. Très bonne journée à tous et à très vite. Salut!